Nous avons choisi les mauvaises guerres à mener. Je pense que c'est une évidence assez générale. Mais quand on commence à regarder la situation sur place, on se dit « Attendez, toutes les guerres que nous avons choisies étaient les mauvaises parce qu'aucune n'aurait dû être menée. » Et maintenant, soudainement, les coups commencent à s'accumuler. Et bien sûr, en ce moment, pourquoi pas? Cherchons-en une autre dans laquelle nous engager. Parce que, comme ils disent, plus on est de fous, plus on rit. Et justement, puisque plus on est de fous, plus on rit, j'ai demandé à des amis de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons Kelly Vlahos de Quincy et Matthew O est aussi de retour, un ami à nous. Vous êtes déjà venus tous les deux ensemble auparavant et je me suis dit, vous savez, j'ai besoin d'un peu de soutien de feu. Il se passe beaucoup de choses en ce moment. Et surtout, à ce qu'ils appellent ici, aux États-Unis, le niveau des décideurs. C'est notamment ce qui nous entraîne dans ces guerres absurdes. Essayez de comprendre ce qui se passe. Bon sang. Alors, commençons par là. Évidemment, on pourrait parler de la guerre avec l'Iran, dont personne ne sait même vraiment ce qu'elle est aujourd'hui. Est-ce le feu, une période de négociation, ou est-ce simplement, je ne sais pas, attendre que les prochaines bombes tombent? La guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est encore plus de folie. Mais au milieu de tout ça, il y a cette idée que tu sais ce dont on a vraiment besoin, Matt, d'une autre guerre à mener. Et Cuba, alors? Cuba sera le prochain. Y aura-t-il un rôle militaire? Comme je l'ai déjà dit, et je pense que vous avez vu ce qui s'est passé dans d'autres cas, toutes les options sont sur la table, y compris les options militaires. Et je pense que Cuba aurait intérêt à prêter attention à la volonté du président Trump de faire valoir les prérogatives stratégiques américaines. Et ils ne font certainement pas le poids face aux États-Unis d'Amérique. Quand on voit ce que l'influence étrangère a pu faire dans notre hémisphère, cela a été assez limité. Les Russes, les Cubains et les Iraniens au Venezuela. La manière dont les pays se sont rapprochés des États-Unis, de l'ACCC, de ce partenariat, montre qu'ils comprennent où se situe l'équilibre des forces, surtout dans cet hémisphère. Et cela vaut certainement aussi pour Cuba. Nous aurons donc beaucoup d'options et nous nous en réjouissons. On attend ça avec impatience. Enfin, voyons, Matt. Pourquoi est-ce que vous l'attendez avec impatience? Avant, on disait, vous savez, la guerre, c'est quelque chose de très difficile, et je prie Dieu pour qu'on n'ait jamais à la faire. Mais si on doit le faire, alors on prendra cette responsabilité et cette ra. Mais on l'attend avec impatience. Enfin, est-ce que c'était un lapsus? Qu'en pensez-vous? Non, je pense qu'en général, ils l'attendent avec impatience. Je pense que, vous savez, Pete Hegseth, le reste de cette administration, leur soutien, et une grande partie des institutions de Washington, D.C., qui forment cet écosystème, cette nébuleuse, ce complexe militaro-industriel. Je pense qu'ils attendent effectivement avec impatience une guerre contre un pays comme Cuba. Une guerre qui leur permettrait de remettre les pendules à l'heure, de tourner la page après cette défaite face à l'Iran. Je veux dire, je me souviens avoir parlé à, mon Dieu, c'était soit Elizabeth Rubin, soit Alyssa Rubin, je ne me rappelle plus laquelle des deux. Ce sont toutes les deux des journalistes. Vous savez, c'était il y a 15 ou 16 ans, Danny, à l'époque où nous nous opposions à la guerre en Afghanistan. Et elle venait tout juste de faire un grand portrait du secrétaire Gates. Et cela aurait été en 2009, début 2010. Et ce qu'elle en a retenu, c'est que Gates allait dans le sens de l'escalade de la guerre en Afghanistan, parce qu'il estimait que le ministère de la Défense, l'armée, avait besoin d'une victoire après la défaite en Irak, qu'il leur fallait quelque chose pour se remettre de cette défaite, pour la compenser, ou pour pouvoir se détourner de cette défaite en Irak. Et je pense que vous avez ça aussi. Bien sûr, Cuba, comme nous le savons tous, est une obsession des États-Unis depuis encore plus longtemps que l'Iran ne l'est. Il y a donc
À la fois ce désir psychopathe de faire la guerre pour pouvoir inscrire une victoire au tableau et cette obsession institutionnelle pour Cuba. Et tout cela se rejoint ici, avec le secrétaire à la Défense, qui dit, vous savez, qu'ils ont hâte de s'y mettre. Eh bien, regardons Cuba elle-même, puisque c'est ce que le secrétaire à la guerre a évoqué et qu'il s'en réjouit. Au-delà de cette obsession, qui remonte, j'imagine, à 1962, à la crise des missiles de Cuba, et à la révolution qui a eu lieu quand notre cher Batista a été renversé, et ainsi de suite, avec tout ce que nous avions là-bas et que la CIA adorait, les entreprises, etc. Hystérisement, notre homme à la Havane, n'est-ce pas? Littéralement, notre homme à la Havane. C'est très bien dit. Donc, après l'avoir perdu, après qu'on nous l'a brutalement retiré, alors même qu'il exploitait le peuple cubain. Mais laissons ça de côté pour le moment. Après la crise des missiles de Cuba, je veux dire, on peut comprendre. On a failli entrer en guerre nucléaire. Ils étaient prêts à autoriser, ou ont effectivement autorisé, l'installation sur leur sol d'armes nucléaires pointées vers les États-Unis. Ce n'était pas inventé. Ce n'était pas... Je veux dire, c'était un problème réel. C'était en 1962. C'était avant ma naissance, mec. Un peu de temps a passé depuis. Et je suis allé à Cuba pour un voyage religieux en 2015, je crois, avec notre Église. Nous y avons exercé notre ministère auprès de certaines personnes. Ils arrivaient à peine à garder l'électricité. À l'époque, ils n'arrivaient même pas à remplir les rayons de leur magasin d'alimentation. Et bien sûr, maintenant, on leur impose un blocus naval. Sérieusement, c'est quoi ce bordel? Pourquoi traitons-nous Cuba comme si on était encore en 1962 et qu'ils avaient des armes nucléaires pointées sur nous? Cela a beaucoup à voir avec la politique intérieure. Mais parlons d'abord de la perte impériale, d'accord? La perte de la colonie américaine à Cuba. Quand les Américains prennent Cuba à l'Espagne, ils lui accordent bien la souveraineté après un certain temps. Mais, à ce moment-là, les industries américaines dominaient déjà Cuba, notamment l'industrie sucrière, par exemple. On a donc assisté, en substance, à une colonisation, à une néocolonisation de Cuba par les Américains. Et des fortunes immenses ont été faites grâce à cela. Alors quand la révolution éclate, et que Castro et les siens prennent le pouvoir en 59, ou peu importe l'année exacte, il y a eu une perte massive de richesses. Et puis bien sûr, beaucoup de ceux qui supervisaient ce qui était en réalité des usines reposant sur le travail forcé à travers Cuba sont venus aux États-Unis. Tout comme les Américains qui ont perdu leur fortune. Parce que les États-Unis avaient aussi beaucoup de casinos et de complexes touristiques à Cuba. Donc, je pense que ce qu'on a aujourd'hui, Danny, c'est des décennies de colère. D'abord, face à ce qui est perçu comme l'injustice de voir l'Empire américain perdre l'une de ses possessions. C'est comparable à la colère et à l'obsession autour de l'Iran depuis 47 ans. Mais il y a aussi, aux États-Unis, des familles qui en sont désormais à la 3e, 4e, 5e génération et qui ont le sentiment d'avoir été victimes, d'avoir été dépouillées. Elles ont le sentiment que leur héritage, leur patrimoine, leurs biens leur ont été retirés par cette révolution. En réalité, encore une fois, elles géraient ou possédaient des usines recourant au travail des esclaves et des plantations reposant sur le travail des esclaves. Mais, vous savez, enfin, tout cela est déjà en place. Et puis maintenant, bien sûr, il y a, comme nous le savons tous, cette place centrale de Cuba, notamment dans la politique floridienne, en Floride, vous savez, et son importance sur notre carte électorale, n'est-ce pas? C'est comme ça, je pense, que c'est devenu une obsession, non seulement pour les administrations républicaines, mais aussi pour les administrations démocrates. On peut reconnaître à Barack Obama le mérite d'avoir, dans une certaine mesure, ouvert les choses avec Cuba,
mais pas autant qu'ils auraient pu le faire. Et l'administration Biden, elle, n'a certainement pas annulé une grande partie de ce qu'avait fait l'administration Trump durant son premier mandat. Je veux dire, l'administration Biden n'a même pas retiré Cuba de la liste des États soutenant le terrorisme, la liste du département d'État, avant le dernier mois de son mandat. Donc oui, je pense que les administrations démocrates auraient pu faire beaucoup plus. Mais cette obsession pour Cuba dure depuis des décennies. Elle tient à la fois, encore une fois, à la perte de l'une de nos possessions, de l'une de nos colonies, vous savez, d'où la colère impériale face à cette injustice, mais aussi à la politique intérieure, très alimentée par des générations d'exilés cubains installés ici, et très en colère contre ce qui s'est passé en 1959. Kelly, votre bureau est ici, à Washington. Donc, au fil des années, vous avez pu parler à beaucoup de gens qui suivent les questions de sécurité nationale aux États-Unis. Est-ce que certains de vos contacts, surtout récemment, maintenant que le sujet revient un peu sur le devant de la scène, vous disent ce qu'ils pensent quand on évoque l'idée d'utiliser littéralement la puissance militaire contre Cuba, comme si Cuba représentait une sorte de menace pour la sécurité nationale? Et en fait, laissez-moi vous poser une question plus précise. C'était quoi, il y a une semaine? Le secrétaire d'État Rubio est passé sur les chaînes de télévision et a dit « Mon Dieu, ils sont… » Voyons si je me souviens de l'expression exacte qu'il a employée. Quelque chose comme une superpuissance pour entrer dans les pays des autres, ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus de la formule qu'ils ont utilisée. C'était du genre « Non, il faut vraiment se méfier de ces types. » Mais que se passe-t-il en coulisses? Qu'est-ce que les gens disent vraiment? Vous savez, quand je parle de ça avec les gens, peu importe qu'ils soient de gauche ou de droite, démocrates ou républicains, ils évoquent toujours Marco Rubio et son cheval de bataille, qu'il défend depuis toute sa carrière politique, le changement de régime à Cuba, et son attention focalisée comme un laser sur la communauté des exilés cubains du sud de la Floride. Donc je ne pense pas que qui que ce soit dupe. Les gens ne voient pas ça comme une campagne de Trump. Ce qui ne retire rien à Trump, qui a été fortement influencé par la communauté favorable au changement de régime dans le sud de la Floride. Même durant son premier mandat, il a annulé beaucoup des bonnes mesures qu'Obama avait prises pour lever l'embargo, les restrictions de voyage et d'autres sanctions contre Cuba. Donc je ne lui retire rien, mais tout le monde sent la forte influence de Marco Rubio dans cette affaire. Honnêtement, je crois qu'il va pousser les choses jusqu'à la limite. Je pense que beaucoup des tactiques agressives qu'on voit, notamment la menace d'un recours à la force militaire, ne sont en réalité que des menaces. Pour ma part, je ne pense pas que l'armée américaine va tenter d'envahir Cuba. Je pense qu'une grande partie de tout ça, c'est de la gesticulation. Mais ça ne veut pas dire que c'est acceptable. D'abord parce qu'ils affament la population là-bas. Le blocus les prive de carburant, de fournitures médicales, évidemment d'électricité, de nourriture et d'autres choses encore. Et nous avons menacé d'autres personnes qui essayent de les aider. Je pense que la force militaire ajoute une couche supplémentaire à tout cela. Et ils pensent qu'ils vont arracher à Cuba des concessions radicales, spectaculaires. Le triste, c'est que Cuba est en réalité disposé à faire certaines concessions, à ouvrir son économie au secteur privé, à mettre en place des réformes politiques limitées. Je ne pense pas qu'ils aient l'intention de renverser leur régime socialiste et de modifier en profondeur leur constitution. Mais d'après ce que je vois et ce que j'entends des experts de Cuba, je pense qu'ils sont prêts à aller assez loin pour ouvrir le pays. Ce qui me dérange le plus, c'est qu'ils pourraient obtenir ces concessions sans faire souffrir délibérément les gens à ce point. Tous ceux qui ont visité l'île ces 6 derniers mois disent que c'est de loin la pire situation qu'ils aient jamais vue.
Je n'arrive même pas à l'imaginer. Et même si, je vais vous le dire, vous parlez de concessions. Je veux dire, le 26 février de cette année, notre administration a fait à l'Iran des concessions assez spectaculaires. Ils étaient prêts à faire des concessions remarquables. Il n'y aurait pas eu de guerre du tout. Nous aurions obtenu bien plus que ce que nous obtiendrons jamais maintenant. Il existe donc un précédent récent consistant à faire quelque chose de stupide. Je vais aussi vous dire que j'ai eu, au cours des 3 ou 4 derniers mois, 2 sources distinctes qui m'ont dit qu'un plan d'exécution était en préparation et prêt à être lancé, et qu'il y avait une volonté de faire réellement cela par des moyens militaires. Cela a été mis en suspens pour diverses raisons, notamment à cause de l'échec en Iran. Mais je crains, et Matt en parlait il y a une seconde, qu'il y ait une certaine pression pour dire « Hey, il nous faut une victoire ». Si c'est ce que Gates disait en Afghanistan avec le renfort de troupes. Enfin, qui peut dire que Hegseth ne dira pas « Vous savez quoi? Il faut remettre les choses du bon côté. On va perdre en Iran. » Et si on allait chercher cette victoire facile là-bas, comme on l'a fait au Venezuela, qu'en pensez-vous? Matt, à vous d'abord. Eh bien, Reagan l'a fait. Vous savez, après les attentats contre la caserne des Marines et l'ambassade des États-Unis au Liban, en 1983, nous avons envahi la Grenade, n'est-ce pas? Et ça a en quelque sorte masqué le retrait américain du Liban. C'était d'ailleurs l'une des meilleures décisions de politique étrangère de ma vie. Ronald Reagan a décidé que les États-Unis n'avaient aucun intérêt à rester au Liban et qu'y être pour soutenir l'occupation israélienne ne pouvait être que désastreux pour les États-Unis. Donc encore une fois, je pense que c'est l'une des meilleures décisions de politique étrangère jamais prises de mon vivant. Mais, vous savez, il y a bien cette idée qu'ils doivent opérer un pivot. Ils doivent s'éloigner de l'Iran. Ils veulent que l'Iran ne monopolise plus l'espace médiatique ou qu'il n'ait plus à y investir du capital politique. Cela dit, cette administration ne semble pas vraiment très intéressée par les élections de mi-mandat. Enfin, je pense que la plupart d'entre nous auraient cru qu'à l'approche de septembre, ils auraient fait quelque chose de plus décisif pour tenter d'apporter une forme de résolution à la guerre en Iran. Mais on ne voit pas vraiment ça. Donc peut-être que cette idée d'un virage vers une victoire rapide, peu coûteuse et facile à Cuba n'existe pas non plus. Vous savez, dans quelle mesure cette administration a-t-elle perdu confiance? Et c'est incroyablement... Pardon, vous avez dit confiance ou compétence? Bon, oui, on sait qu'ils n'ont pas la confiance. Mais la compétence, alors? Elle est mal placée, illégitime. Ce n'est pas quelque chose qu'ils devraient avoir. Mais quelle part de tout ça relève de cela? Parce qu'après le Venezuela, j'imagine que leur confiance était très très élevée. Et puis, ça a été censé prendre quelques jours. Éliminer les dirigeants iraniens, puis attendre que les Kurdes descendent des montagnes, brandissant des bannières, vous savez, avec des portraits de Trump et de Netanyahou au-dessus de Téhéran. Enfin, c'est pas ce qui s'est passé. Alors, quelle part de tout ça vient peut-être du fait qu'ils ont aussi perdu une partie de leur confiance dans cette capacité-là? Mais avec ça, qui sait? Qui sait avec ce gouvernement? Et Kelly, qu'avez-vous observé à ce sujet? Parce que nous aussi, dans certaines de nos autres émissions, nous avons examiné la question sous différents angles. On a presque l'impression que le président ne se soucie pas vraiment des élections de mi-mandat. Il y a des choses qu'il pourrait faire pour obtenir quelques victoires faciles ou ce genre de choses, mais il ne semble pas les faire. Qu'en pensez-vous? Je ne sais vraiment pas quoi en penser, parce que moi, en tant que journaliste qui couvre la politique à Washington depuis 1999
ici dans la capitale, je n'ai jamais vu quelque chose de comparable à la manière dont ce président aborde la politique partisane et les élections. Tout semble donc sans précédent. Alors le fait qu'il ne consacre pas davantage de temps à consolider le soutien des républicains aux candidats républicains et qu'il ne le fasse pas en endiguant le flot de son soutien sur l'économie, je ne le comprends tout simplement pas. Il a dit ouvertement qu'il ne se souciait pas de l'économie. Il a encouragé des gens de son entourage comme Mark Levin et Ben Shapiro à dire des choses comme « des burritos à $20, de quoi vous plaignez-vous, des prix de l'essence ». Yinkling, de quoi vous plaignez-vous? Le vrai problème, c'est d'empêcher les Iraniens d'obtenir une arme nucléaire. Ils pourraient mettre une bombe nucléaire dans un sac à dos et s'en prendre à vos familles dans des villes américaines ou larguer des bombes sur vos maisons. Je crois que Rick Scott de Floride l'avait dit il y a quelques mois. En gros, l'économie m'importe moins que d'empêcher qu'une bombe tombe sur la maison de l'un de mes électeurs en Floride. Et donc, il encourage ce déni, vous savez, dans l'univers Trump, au sein du mouvement MAGA, au prix, au risque d'affaiblir le soutien aux candidats républicains dans tout le pays, ainsi qu'aux élus sortants au Congrès. Et je n'ai jamais vu ça auparavant. Tout le monde sait que c'est l'économie, idiot, et que la manière dont les gens ressentent leur situation financière personnelle déterminera s'ils vont voter ou ne pas voter du tout en novembre. Ce ne sera pas une vague bleue, parce que les conservateurs vont soudainement se dire qu'ils doivent voter pour des socialistes démocrates ou d'autres démocrates en novembre, quel que soit le jour de l'élection. Ce sera parce qu'ils resteront chez eux et qu'il y a tellement d'énergie de l'autre côté et tellement de colère de l'autre côté. Ils vont rester chez eux. Alors je ne comprends tout simplement pas. Je pense vraiment qu'en partie, c'est parce qu'il est incapable de reconnaître l'échec. Et s'il reconnaît que la guerre fait du mal à l'économie et au peuple américain, ce qu'il devrait faire pour expliquer pourquoi il se retire si vite ou pourquoi il fait des concessions aux Iraniens qu'il n'avait pas prévu de faire auparavant, il doit, vous savez, ça va à l'encontre de l'un des principes essentiels du Trumpisme, ne jamais s'excuser, ne jamais admettre une défaite. Et c'est à ses risques et périls qu'il fait ça. Et tout le monde peut le voir. J'imagine qu'il a de la chance d'avoir encore dans sa poche quelques influenceurs payés par Israël qui sont dehors à nier l'échec de Trump que tout le monde voit juste sous ses yeux. Je vais y revenir dans un instant sur l'aspect israélien de tout ça, parce qu'il est vraiment au premier plan quand on parle de choisir les mauvaises guerres, des guerres qu'on n'aurait même pas dû commencer. Mais regardons d'abord la guerre contre l'Iran, parce que vous dites que tout le monde le sait. Nous avons reçu le sondeur Rish Baris dans l'émission il y a quelques jours, et il l'a confirmé très clairement en montrant que, dans l'univers MAGA, il y a eu un basculement spectaculaire contre cette guerre, au sein même du mouvement MAGA. Évidemment, c'est aussi le cas dans la population en général. Mais il a montré que selon tous les critères, toutes les catégories de MAGA qu'il a examinées, il les a divisées en une douzaine de catégories environ. La seule qui ne s'était pas vraiment retournée contre la guerre, c'était une petite partie. Je crois qu'il les appelait les boomers de Fox News. C'était le seul qui restait favorable à la guerre. Mais toutes les autres composantes du propre système de Trump se sont retournées contre elle. Ce qui aurait dû lui donner toutes les raisons du monde d'accepter simplement le protocole d'accord. Parce que, selon Baris, il se moque du détroit d'Ormuz. Il se moque de tout ça. Vous pouvez prétendre que l'opération Midnight Hammer a détruit leur capacité nucléaire pour 20 ans et que vous n'avez donc plus rien à faire pendant le reste de votre mandat. Mais ce qui les préoccupe, c'est de faire baisser le prix du diesel, le prix de l'essence, et d'éviter
que les produits alimentaires restent chers, et ainsi de suite. Donc il aurait pu prendre ça, et ça aurait été une victoire. Mais au lieu de ça, il est revenu dessus, il a défait ça, et il est reparti pour 13 jours de plus, ce qui a sapé tout le reste. Et maintenant, ils en sont très loin. Ce qui nuit à sa probase. Matt, pourquoi ça? Parce que il est irrationnel. La seule chose qui compte pour lui, c'est son propre intérêt. Il est extrêmement ignorant et il est fou. Et je pense que c'est quelque chose que nous devons accepter. J'ai l'impression qu'on continue, vous savez, à tourner en rond pour essayer de comprendre Trump, alors qu'il faut simplement accepter qu'il est fou et qu'il n'y a aucune certitude. Il n'y a aucune logique. Encore une fois, l'une des seules personnes envers qui il est loyal, c'est lui-même. Il n'a de loyauté envers aucune institution, aucune idéologie, aucun électeur. Donc je pense qu'il faut accepter que cet homme veut simplement garder le contrôle. Il veut avoir la capacité de déclencher la guerre et de l'arrêter, de lancer des négociations et de les interrompre, et d'avoir ce pouvoir. Et je pense que c'est à cela que nous avons affaire ici. Je ne pense pas que ce soit plus compliqué que ça. Je pense que tout simplement, c'est un président fou, ou un roi fou, ou un empereur fou. Il s'intégrerait très bien dans un chapitre d'Edward Gibbon s'il écrivait l'histoire du déclin de l'Empire américain. Il y aurait parfaitement sa place. Et l'histoire ne dit pas que nous ne devrions pas nous y attendre. Il y a énormément de dirigeants politiques qui ont été, faute de meilleurs termes, fous, n'est-ce pas? Et vous savez, des populations dans le monde entier en ont souffert. Je ne pense pas qu'il y ait la moindre différence. Eh bien, et pour étayer cela, je suppose voici ce que le président Trump a dit il y a seulement quelques jours dans son évaluation de la situation actuelle. Et c'est une mise en contexte. 40 jours de guerre n'ont rien accompli. Rien du tout. En fait, ça a eu l'effet inverse. Ça les a poussés à prendre le détroit d'Ormuz. 2 mois de blocus n'ont pas marché. 13 jours de, je ne sais même pas comment appeler ça, 13 jours consécutifs d'attaque, ça n'a pas suffi non plus. Et maintenant, quoi que soit ce dans quoi nous sommes, ça n'a pas marché non plus. Et par-dessus tout ça, ou plutôt pour résumer tout ça d'un seul trait, voici comment lui voit les choses. L'Iran va bien, vraiment très bien. Nous contrôlons totalement le détroit d'Ormuz. Nous en avons le contrôle. Personne d'autre, seulement nous. Notre marine est incroyable et les choses se passent très bien pour notre pays. Allez-y. D'accord. Kelly, avez-vous un contre-argument à ce que Matt vient de dire? Je veux dire, je ne veux pas me lancer dans une analyse psychologique. Je ne suis pas qualifiée pour ça. Mais il me semble que Trump souffre d'une certaine illusion. Et ce n'est pas comme si nous ne l'avions pas créé nous-mêmes. Je dis ça parce que depuis 2016, Trump a bénéficié d'un soutien immense et inconditionnel de la part de sa base. Il pouvait dire ou faire n'importe quoi, tout était acceptable, tout était gobé comme étant la vérité. Et il a bénéficié de ça pendant des années. Ça fait 10 ans. Mais ce soutien s'est érodé et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Seulement, il ne le comprend pas vraiment. Ou bien il ne veut pas le comprendre, ni accepter qu'il n'a plus ce soutien inconditionnel, qu'il y a des fissures dans l'armure et que les gens peuvent voir la vérité. Ils peuvent voir qui il est vraiment derrière tout ça. Et donc, il pense pouvoir se placer devant une caméra et dire que ce type est violé, que 2 et 2 font 5, et qu'une ribambelle d'influenceurs va le répéter en chœur sur tous les réseaux sociaux. Et que s'il y a la moindre contestation, les influenceurs vont s'en prendre avec rage aux critiques de l'empereur Trump. Et comme ils l'ont fait par le passé, à propos de chacune de ses actions ou déclarations, chaque mensonge n'a fait que retomber plus durement sur ses détracteurs. Eh bien, c'est plus le cas aujourd'hui.
parce que ses détracteurs incluent désormais d'anciens conservateurs MAGA, des gens de droite, et ils se moquent de lui. Il n'y est pas habitué. Je veux dire, j'ai vu certains titres, j'ai vu certains mèmes qui doivent clairement lui taper sur les nerfs. Mais il va continuer à entretenir cette image. Et à mon avis, elle paraît de plus en plus pathétique. Eh bien, c'est difficile de contester ça. Mais voilà ce qui me laisse un peu perplexe. On peut dire que les faits montrent qu'il adopte une position complètement irrationnelle. Je veux dire, cet extrait que je viens de vous montrer, ajouté au désastre de tout ce que j'ai décrit depuis le 28 février, il n'y a absolument aucune chance qu'il y ait la moindre part de vérité là-dedans. Donc, vous pouvez dire, comme Matt, qu'il a des problèmes, qu'il est fou, qu'il est le roi Lear, peu importe. D'accord, il y a une certaine justification à cela. Mais c'est un peu plus difficile quand d'autres personnes disent la même chose. Gary, je vais vous demander de diffuser 2 extraits, littéralement l'un à la suite de l'autre. Voici d'abord le général Keith Kellogg, puis Mike Pompeo, qui apparemment ne sont pas fous, et pourtant. Ce que je dirais, c'est « Hey, l'Amérique, retournez voir ce qu'a fait Thomas Jefferson quand il était le 3e président. » C'est là qu'on pense aux Marines américains, des salles de Montezuma, au rivage de Tripoli. En quelque sorte, nous avons réglé le problème des pirates barbaresques en intervenant par la force pour nous assurer qu'ils ne continueraient pas à capturer nos navires et à emprisonner nos marins. Et c'est l'un de ces cas où il faut employer des moyens militaires pour mettre les moyens économiques du même côté. Et je pense qu'il doit continuer à y réfléchir. L'un des objectifs que je le sais, le président Trump poursuit, c'est de ramener les prix de l'énergie à la normale et de faire en sorte que le détroit soit réellement rouvert. Même si je suis d'accord avec le président sur le fait que nous contrôlons qui entre et qui sort, il n'y a pas aujourd'hui de libre circulation commerciale dans cette zone. On le voit à la réticence des assureurs à couvrir les navires qui traversent le détroit. Pour revenir à la situation que nous souhaitons, je pense qu'il faudra davantage que de simples pressions économiques. Je pense qu'il faudra aussi poursuivre les efforts militaires et je pense que le président arrivera à la même conclusion. Bon, Matt, je suis sûr qu'en tant qu'ancien marine, vous êtes probablement en train de chanter depuis les couloirs de... Enfin bref, donc il est... Je pourrais me lancer dans une longue tirade sur ce qu'était réellement cette mission et sur le petit nombre d'hommes que Presley O'Bannon a effectivement débarqué à terre. Et comparer cela à la situation actuelle, de quelque manière que ce soit, est tout simplement absurde. C'est exactement mon point. C'est dépourvu de toute exactitude historique, de tout contenu, de toute sagesse héritée des siècles. Sans parler du fait qu'il faut remonter à plus de 200 ans pour trouver un exemple qui soutienne, n'est-ce pas, ce que vous demandez aujourd'hui. Je veux dire, revenir à l'époque des navires en bois pour défendre votre point de vue sur ce qui se passe aujourd'hui, à l'ère des satellites. Vous savez, il y a une raison pour laquelle nous perdons, n'est-ce pas? Parce que nous n'avons pas d'hommes et de femmes qui acceptent la réalité du monde. Nous sommes tellement empêtrés dans notre propre mythologie qu'ils croient que tout est possible pour nous, que nous sommes capables de tout. Mais ce que vous voyez ici, je pense, c'est cette idée de la corruption de notre système. Nous avons un gouvernement où les pots de vin sont légalisés. Nous avons un empire dont le succès s'est construit sur le fait que nous sommes devenus l'un des 2 seuls empires du monde après la Seconde Guerre mondiale, alors que presque tous les autres avaient été réduits en cendres. Comment aurions-nous pu ne pas réussir dans les années 50 et 60
alors que le reste du monde essayait de se reconstruire. Et nous avons pris ça pour une preuve de notre supériorité, n'est-ce pas? De Tortemasi. Oui. Vous savez, au fil des décennies, on a vu les États-Unis dilapider ce crédit dont ils disposaient, cet argent facile obtenu, parce qu'ils étaient, une fois encore, le seul pays qui n'avait pas été réduit en cendres après la Seconde Guerre mondiale. Et vous savez, on est en difficulté. Puis il y a aussi cette réalité du pouvoir. Cette idée que certaines personnes vont graviter autour du pouvoir. Elles veulent être à proximité du pouvoir. Elles veulent en être proches, tout en profitant des privilèges qui accompagnent cet accès. La question à laquelle je reviens sans cesse à propos de Trump, c'est pourquoi s'est-il associé à ces néoconservateurs? Qu'est-ce qui l'a attiré là-dedans? Je suis sûr que Kelly peut en parler bien mieux que moi. Mais quand on revient à ce qu'il a dit, à ce qui semble être son instinct sur ces guerres, à ses convictions concernant ces guerres, et puis, dans le choix des personnes qu'il met aux commandes, il fait exactement l'inverse. Est-ce que c'est parce que les institutions à Washington sont tellement verrouillées que si vous n'avez pas un CV validé par le complexe militaro-industriel, vous n'obtiendrez aucun de ces postes? Ou est-ce simplement parce qu'il est plus facile de suivre les néoconservateurs, de leur emboîter le pas? Je veux dire, cette explication-là, c'est quelque chose que j'essaie de comprendre depuis une dizaine d'années, vous voyez? Pourquoi, parmi toutes les choses qu'il a mises en œuvre avec ses administrations, pourquoi ces guerres-là? Et est-ce que c'est simplement la réalité de l'Empire? Je veux dire, c'est la même chose qu'on pourrait dire de Barack Obama, non? Et puis il y a la formule de Tom Woods. Peu importe pour qui vous votez, vous vous retrouvez avec John McCain. Enfin, je sais pas. Oui. Et Kelly, j'aimerais vous interroger sous l'angle Pompeo. Il y a une façon de voir les choses qui consiste à dire, bon, il ne fait que refléter l'élite, le complexe industriel, peu importe, et il veut gagner beaucoup d'argent. Mais on a l'impression qu'à un certain point, ce n'est plus seulement une question d'argent. D'abord, il en a déjà largement assez. Ensuite, pourquoi défendre une telle chose? Quelles que soient ses lacunes morales, il n'est certainement pas stupide. Il est très intelligent, très informé. Il doit donc savoir que ce qu'il dit là, on ne peut pas simplement intervenir militairement et rouvrir le détroit d'Ormuz. Enfin, il ne peut pas l'ignorer. Et pourtant, le voilà qui le dit avec un certain enthousiasme. Qu'en pensez-vous? Je veux dire, vous voulez le point de vue cynique. Il vous faut le vrai point de vue, quel qu'il soit. Je veux dire, cyniquement, je dirais simplement, regardez pour qui il travaille. Je sais qu'il a des liens et des contrats avec des entreprises de l'industrie de la défense. Je crois que Responsible Statecraft avait publié quelque chose vers la fin de l'année dernière, indiquant que son cabinet de conseil avait des contrats en Ukraine. Et donc, quand sa solution pour résoudre la guerre en Ukraine, c'était de leur donner davantage d'armes pour finir le travail, il était tout à fait favorable à l'idée de mettre fin à la guerre. Mais pour y mettre fin, il fallait intensifier les choses. Eh bien, devinez quoi? Il travaille pour un sous-traitant de la défense. Donc, évidemment, ils veulent intensifier les choses. Alors, je ne serais pas surpris que ce soit, d'une certaine manière, ce qui se passe ici. Qu'il soit au courant d'une source de revenus quelconque. Peut-être qu'il siège en ce moment même au conseil d'administration d'un sous-traitant de la défense qui va bénéficier d'une stratégie consistant à durcir l'effort plutôt qu'à se retirer ou plutôt qu'à suivre une voie strictement diplomatique. Et c'est aussi une question de politique et d'idéologie. Je veux dire, Mike Pompeo a été l'un des faucons les plus idéologiques de Washington au cours des 20 dernières années, d'abord comme membre du Congrès, puis en entrant dans l'administration lors du premier mandat de Trump. Je me souviens notamment de sa politique envers la Chine. Beaucoup de conservateurs,
estiment qu'il faut rivaliser avec la Chine. Nous ne sommes pas forcément obligés de faire la guerre à la Chine. Nous pouvons coopérer avec elle quand c'est possible et renforcer notre capacité de dissuasion pour préserver notre sécurité et nos intérêts dans la région. Mais Mike Pompeo était le genre de conservateur idéologique qui disait en gros qu'on ne pouvait pas parler à la Chine parce que son système est maléfique. Et il s'en est servi, comme vous savez, d'un impératif humanitaire, moral et religieux pour ne pas coopérer avec la Chine. Et je pense que c'est une distinction qu'on oublie parfois. Dans l'entourage de Trump, il y a différents types de faucons, différentes façons de concevoir la politique étrangère. Et je pense que Pompeo est l'un des plus odieux. Il veut faire la guerre pour des raisons morales et humanitaires. Et ce genre de personne ne choisit certainement pas la diplomatie plutôt que le militarisme. Dans ce cas, il fait partie de ce groupe de jusqu'au-boutistes qui comprend Tom Cotton, un autre idéologue. Ils disent « Oui, il faut mettre fin à la guerre et faire baisser les prix de l'essence. » Mais le seul moyen d'y parvenir, c'est de bombarder l'Iran sans retenue. Et je pense que c'est vraiment le pire des scénarios. Oui, ce n'est certainement pas une bonne chose. Donc je veux dire, ça nous ramène à notre idée centrale. Nous avons choisi la mauvaise guerre à mener. Ce qui veut dire que nous avons choisi de mener une guerre, quelle qu'elle soit. Regardons l'autre grand conflit, ici, entre la Russie et l'Ukraine. Et là, bien sûr, il faut remonter à l'administration Biden pour commencer à attribuer les responsabilités. Vous savez, beaucoup de gens regardent la carte. J'en ai parlé plus tôt aujourd'hui dans une émission où je suis entré bien davantage dans les détails. Mais pour revenir aux bases, beaucoup de gens regardent ça et se disent « Bon, la Russie n'a pas fait tant de progrès que ça, du moins pas au cours des 2 dernières années. Alors oui, tout ce qu'on a à faire, c'est tirer encore plus de missiles et de drones depuis l'Ukraine vers la Russie et faire exploser davantage de stations-service et de raffineries. » Et cela va faire pencher la balance de nouveau en notre faveur. Mais comme je l'ai souligné, c'est cette carte qu'il faut regarder, pas seulement l'autre. C'est là qu'on voit les deux camps ensemble. Et ensuite, on commence à examiner certains fondamentaux, comme le vivier de mobilisation. La Russie dispose d'environ 31 millions de personnes. L'Ukraine, elle, n'a plus qu'environ 5 millions de possibilités au total dans lesquelles puiser. Je pourrais presque m'arrêter là. Dans n'importe quelle guerre d'usure, on ne peut pas surmonter un tel écart. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a aussi la défense aérienne. On en est au point où le camp ukrainien n'a pratiquement plus de missiles intercepteurs de défense aérienne. Même s'ils n'étaient pas si performants, maintenant, il n'y en a plus. Alors pourquoi continuons-nous à mener cette guerre et à aller de l'avant dans quelque chose qui, presque littéralement, ne peut pas être gagné? Matt, on commence avec vous. Eh bien, il n'y a eu aucun changement de volonté politique, n'est-ce pas? Et vous n'allez pas voir ce changement de volonté politique venir de Moscou, de Kiev ou des capitales européennes. Enfin, je devrais peut-être revenir sur ce point, parce qu'il pourrait y avoir des changements de pouvoir, en Allemagne ou en France par exemple, qui remettraient en cause l'engagement européen envers l'Ukraine. Donc, si l'AfD gagne les élections nationales en Allemagne, ou si, disons, Marine Le Pen arrive au pouvoir en France, vous pourriez éventuellement voir ce changement de cap politique du côté de l'Union européenne. Pour les États-Unis, ce cap a déjà été franchi. Vous savez, le changement de direction politique intervenu avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025, puis l'année et demie environ de négociations tentées qui en a résulté, et qui a culminé il y a 1 an avec le sommet d'Anchorage. Ce cap a déjà été franchi. Et pour moi, le plus grand danger pour l'Ukraine, c'était cette perte de financement américain. Les Européens ont pu compenser,
Pas totalement, mais de façon assez significative. Et maintenant, je pense que les Européens et les Ukrainiens voient une lumière au bout du tunnel. Peut-être parce qu'un Congrès démocrate nouvellement élu pourrait à nouveau adopter des enveloppes de dépenses pour soutenir l'Ukraine. Ces enveloppes pourraient même être à l'abri d'un veto, compte tenu du soutien à l'Ukraine que l'on observe au Sénat comme à la Chambre des représentants. Vous savez, l'ensemble du groupe démocrate pourrait voter en faveur. Au Sénat, vous auriez probablement une majorité capable de surmonter un veto. Et à la Chambre, je pense que le groupe républicain est à peu près divisé en deux. Donc, des enveloppes de dépenses soutenant l'Ukraine pourraient revenir avant que Trump ne quitte ses fonctions. Donc, je pense que tant qu'il n'y aura pas de changement décisif de volonté politique, cette guerre continuera. D'accord. Voilà ce qui... Et je me défoule un peu, je l'admets. Pas contre vous, mais contre ces gens-là. Enfin, soyons sérieux. Encore une fois, une grande carte verte, c'est ça. Il y a 25 millions de personnes de plus de ce côté-ci. Et maintenant, voilà le frère Zelensky qui dit « Ah, au fait, si vous me donnez seulement 10% de vos missiles patriotes, qui ont un taux de réussite d'environ 5 à 10%, je vais détruire tous les missiles balistiques russes. » Enfin, ça n'a même pas de sens. Un missile défensif qui détruirait leur capacité offensive. Pourtant, c'est ce qu'il dit. Est-ce qu'il n'arrive pas un moment, Kelly, ou même, je ne sais pas, les gens bien intentionnés du côté américain, qu'ils soient républicains ou démocrates, vont dire « c'est irrationnel. La grande carte verte et les hommes, vous ne pouvez pas gagner ça. Donc je ne vais pas continuer à jeter de l'argent dans un trou sans fond. » Ou pas. Eh bien, je vais revenir un instant sur Mike Pompeo. Il y a une semaine environ, je participais à un débat sur ce sujet précis. Je n'avais pas réalisé à quel point la vision manichéenne de cette guerre, autocratie contre démocratie, le bien contre le mal, restait ancrée. J'imagine que je vis dans une bulle où je me dis, oui, une politique étrangère rationnelle et réaliste. Comme vous l'avez dit, Danny, il devrait désormais être évident que l'Ukraine va perdre. Parce que cette guerre est devenue une guerre d'usure que la Russie continuera de dominer jusqu'à ce que l'Ukraine soit détruite. Mais quand vous dites qu'un camp est le mal, vous abandonnez automatiquement toute voie diplomatique. Parce que comment négocier avec quelqu'un que vous qualifiez de Hitler maléfique? Comment peut-on accuser quelqu'un d'avoir l'intention de conquérir le monde s'il n'est pas arrêté en Ukraine? Ce que les gens continuent de croire avec ce genre de scénario. Il est difficile de revenir en arrière et de dire « Bon, maintenant, mettons-nous autour d'une table. Trouvons un moyen de négocier. Trouvons des concessions des deux côtés qui permettent à chaque camp de revendiquer une forme de victoire et de se retirer. » Et j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des gens comme Pompeo, Applebaum et d'autres qui sont tellement attachés à cette vision d'une société du bien contre le mal qu'il faut qu'elle atteigne son point culminant. Et ce point culminant, c'est uniquement que la Russie soit complètement chassée du pays et que Poutine soit renversé. Ils ne peuvent rien accepter de moins que ça. Et juste une seconde. Désolé, c'est vous qui avez affiché Pompeo là-haut. C'est entendu. Honnêtement, il aborde la guerre contre l'Iran de la même manière. Et c'est tout à fait le point de vue israélien. L'Iran est le mal et ce régime doit être renversé. Il n'y a tout simplement pas de juste milieu. Alors, quand il dit « oui, je veux sortir de la guerre », je comprends que, vous savez, les choses vont plutôt mal en ce moment. Mais la seule façon d'en sortir, c'est de bombarder davantage. C'est parce qu'il ne voit aucune voie diplomatique. Parce que l'autre camp est le mal. Et Matt, vous savez, j'ai mis ça à l'écran à propos de Zelensky, qui fait cette déclaration, enfin, militairement insensée,
selon laquelle un missile d'interception va détruire les missiles balistiques russes. Ça n'a aucun sens, parce qu'après 4 ans et demi, avec tous les problèmes liés aux missiles iraniens et toutes nos bases par-ci en fumée, je vais simplement rappeler ce point-là. Ça prouve à peu près que tout ce que nous avons, les PAX-3, les SM-3, les SM-6, les THAAD, et ainsi de suite, ne les a pas arrêtés. Alors, ça ne va certainement pas arrêter la Russie, bon sang. C'est une chose. Mais ensuite, vous avez quelque chose d'aussi irrationnel que ce que le général Kellogg a dit il y a une minute sur l'époque des navires en bois que vous avez évoqué. Voyons si vous pouvez déceler un petit problème dans ce que dit le général Ben Hodges à propos de cette guerre. Je pense qu'il est incontestable que la dynamique a basculé en faveur de l'Ukraine. Les Ukrainiens ont acquis la capacité de frapper en profondeur les infrastructures pétrolières et gazières de la Russie. Je parle de plus de 1000 kilomètres avec précision en contournant les défenses aériennes russes. Ils ont aussi trouvé le moyen de frapper les infrastructures critiques tout autour de la Crimée, afin de poursuivre son isolement et de la rendre complètement intenable. Ce serait un coup massif pour Poutine. Voir des gens fuir la Crimée, essayer d'en sortir, voir les militaires partir eux aussi. Et puis à un certain moment, les Ukrainiens pourront l'occuper. Pas par un débarquement amphibie, mais simplement la prendre, parce que les forces russes seront parties. Oui, je veux dire, la Crimée, ce n'est pas si important pour la Russie. Enfin, ils partiront tout simplement, parce que si ça devient désagréable, qu'est-ce qu'il a dit? Vous savez, Zaloujny, l'ancien commandant des forces armées ukrainiennes, qui est aujourd'hui ambassadeur d'Ukraine à Londres, a donné une interview il y a une semaine environ. Ils ont parlé de la façon dont les systèmes HIMARS avaient très rapidement été rendus inefficaces par les Russes. Et je mentionne cela parce que les gens reviennent 3 ans en arrière, à Ben Hodges. Il était partout, à expliquer que cette offensive ukrainienne contre les Russes allait couper les lignes russes en 2. Puis, si les Ukrainiens ne pouvaient pas atteindre la mer d'Azov, ils pourraient au moins mettre le corridor entre la Crimée et la Russie à portée des HIMARS. Et les HIMARS détruiraient toute la logistique russe et la Russie perdrait la guerre. C'est ce que Hodges répétait encore et encore, pendant tous les mois qui ont précédé cette offensive incroyablement désastreuse. Et maintenant, on entend Zaloujny dire « Oh, à ce moment-là, on savait que ces HIMARS étaient déjà devenus inefficaces. » Je veux dire, ces gens-là, soit ne savent tout simplement pas de quoi ils parlent, soit choisissent de mentir aussi librement pour faire avancer leurs propres intérêts et s'en tenir à cette lutte manichéenne, ce que Kelly soulignait à juste titre. C'est ça, le problème. Si vous avez un récit de victoire qui domine tout, comment conclure le moindre accord de paix? Comment faire la moindre concession? Et puis, à mon avis, il y a aussi cette idée, dans les 2 partis politiques américains, que l'argent dépensé, les 150 milliards de dollars, ou quel que soit le montant, que l'administration Biden a fourni à l'Ukraine, était l'argent le mieux dépensé de toute l'histoire. Parce que regardez combien de Russes nous tuons sans verser une seule goutte de notre propre sang. Et c'est là où j'en viens avec cette guerre. Quoi que fasse la Russie, si la Russie réduit toutes les villes ukrainiennes à néant, en ruine, ça n'a pas d'importance pour ces gens-là, n'est-ce pas? Si les Russes avancent jusqu'au fleuve, sur toute sa longueur, jusqu'à Tchernihiv ou je ne sais où, ça n'a pas d'importance pour ces gens-là. Ils continueront d'attendre de l'Ukraine qu'elle se batte. Et vous savez, ils trouveront des moyens. Je comprends le problème des effectifs. Je comprends le problème des défenses antiaériennes. Mais ils s'en moquent, n'est-ce pas? Pour eux, l'Ukraine est censée être du combustible dans la fournaise de leur guerre. Et oui, je pense que c'est pour ça que cette guerre continue. Eh bien, difficile de contester ça.
C'est comme ça que les choses se passent. Et pendant le peu de temps qu'il nous reste, je voudrais aborder un fil conducteur qui sous-tend en quelque sorte beaucoup de tout ça. Vous y avez tous fait allusion un peu, mais je veux m'y arrêter. Concernant notre entrée directe dans la guerre contre l'Iran, les choses sont désormais assez clairement établies. Le secrétaire d'État Rubio l'a reconnu involontairement, je crois, dès le deuxième jour. C'était les Israéliens qui allaient attaquer, et nous ne pouvions pas rester sur la touche, parce que nous aurions été contournés. Netanyahou parlait à Trump juste avant ça, et il l'a convaincu que l'assassinat de l'ayatollah ferait s'effondrer tout l'ensemble, comme au Venezuela, et ainsi de suite. Trump l'a cru. Et évidemment, ça s'est révélé faux. Il est allé à l'encontre de ses propres conseillers à la sécurité nationale, de ses propres évaluations du renseignement, et ainsi de suite. Et puis récemment, la CIA a accusé Israël d'être à l'origine de la menace inventée qui a conduit Trump à se cacher dans un camion de traiteur. Cette affirmation selon laquelle l'Iran prévoyait de faire exploser l'avion de Trump venait d'Israël, pas des États-Unis. Et elle était jugée peu fiable selon la CIA. Donc il semble que cela continue. Mais là encore, selon Robert Barnes, qui était à l'une de ses conférences ici il y a une semaine et demie, il dit, et cela vient de conversations avec Rich Baris, que la tendance est en train de s'inverser. Il a dit que la position politique d'Israël en Amérique s'était fissurée dans ses fondations, avant même la guerre de 26 ou l'été 25. Gaza a placé Israël sous assistance respiratoire dans l'opinion publique américaine, et la guerre contre l'Iran a désormais débranché l'appareil pour les générations à venir. Donc, cela ne s'est pas encore produit au niveau des élites. Mais Kelly, voyez-vous le moindre signe que, et bien sûr les chiffres le montrent clairement dans les larges pans de la population américaine, à droite comme à gauche, mais qu'en est-il au niveau des élites de Washington, D.C.? Je pense qu'on voit des fissures se former, et assez rapidement, je dirais, à cause des élections de mi-mandat. Il y a donc cette reconnaissance que Kamala Harris a perdue, en partie, à cause de la politique de Biden à Gaza. Ça, c'est le côté gauche du curseur. Mais cela a vraiment terrorisé les démocrates ici à Washington. On a donc vu très ouvertement un revirement contre l'AIPAC. L'AIPAC est devenu un gros mot ici à Washington, honnêtement. C'est pourquoi on a vu monter des candidats aux primaires démocrates. Beaucoup se rapprochent des DSA, les socialistes démocrates d'Amérique, ou sont au moins en partie des compagnons de route. Parce que les DSA et d'autres progressistes ont été assez ouverts dans leur critique d'Israël et dans leur critique de ce qu'ils considèrent comme un chèque en blanc donné à Israël pour lui envoyer des armes et mener ce qu'ils appellent un génocide du peuple palestinien sur place. Et donc, disons que ça a clairement bouleversé la politique démocrate dans cette ville. Et à droite, je pense qu'il y a effectivement une remise en question en cours. Tucker Carlson a fait une quantité tout simplement incroyable je ne sais pas, il a accéléré, je ne veux pas dire l'élan, mais la prise de conscience du fait qu'Israël a nui à la politique américaine d'une manière qu'on ne peut même pas mesurer à ce stade parce que c'est un intellectuel public. C'est une personnalité influente. C'est un leader d'opinion à droite et il avait déjà un public acquis. Il a donc dit aux gens de droite qu'ils pouvaient remettre en question cette relation particulière. Et puis, il est rejoint par Marjorie Taylor Greene et en partie, vous savez, Megyn Kelly, entre autres, qui ont simplement dit « Écoutez, ce n'est pas l'Amérique d'abord. Ce n'est pas ce pourquoi j'ai voté. » Ils constatent l'épuisement de nos munitions après avoir dû, à plusieurs reprises, sortir Israël de situations difficiles. Et ils ont aussi souligné les conséquences humanitaires de notre chèque en blanc. Donc, il n'y a pas seulement des raisons budgétaires ou des raisons de sécurité.
Je pense donc que les élites ici, en dehors de cette étroite frange du parti de la guerre au Capitole, se demandent vraiment comment continuer à avancer avec Israël comme partenaire. Et depuis que je suis journaliste à Washington, je n'ai jamais vu les choses changer aussi radicalement. Non, ça veut vraiment dire beaucoup. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, en plus de cette émission que Gary montrait avec Robert Barnes, nous avons reçu Marjorie Taylor Greene dans l'émission. Et elle a été catégorique là-dessus. Elle a très clairement expliqué, et je pense que c'est ce qui aide beaucoup de gens, surtout les conservateurs, à adhérer à cette idée. Elle a dit, écoutez, ce n'est absolument pas anti-juif. Ce n'est pas de l'antisémitisme. Il s'agit des décisions politiques de Benjamin Netanyahou, de politiques qui nuisent à notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ils font la distinction entre les deux. Parce que bien sûr, l'AIPAC et tous ces autres continuent d'essayer de dire que, vous savez, toute critique de Netanyahou serait de l'antisémitisme. Et maintenant, ils disent, oui, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas vrai du tout. Et je pense que des fissures commencent à apparaître. Matt, où est-ce que ça va nous mener alors? Surtout à l'approche des élections de mi-mandat. Quel rôle, selon vous, cela va-t-il jouer? Pour moi, le plus intéressant dans tout ça, Danny, c'est la dispersion du pouvoir médiatique dans ce pays. Et c'est pour ça qu'on a vu cette tentative vraiment excessive de continuer à consolider les médias, d'en prendre le contrôle. Que ce soit Paramount, qui essaye d'acheter HBO, Time Warner pour contrôler CNN. Vous savez, on comprend tous que c'est ça, l'objectif. L'objectif, c'est de prendre le contrôle de ces organes de presse. Bien sûr, Paramount aimerait avoir le monopole de vos films en streaming et tout le reste. Ne vous méprenez pas. Mais quant à la direction d'où ça vient, à ceux qui sont derrière, il s'agit de consolider les médias, d'essayer de reprendre un peu de contrôle. Parce que ces statistiques, ces chiffres et l'effet politique dont Kelly vient de parler, disons concernant Israël, se sont produits malgré le fait que les grands médias américains traditionnels, les médias d'entreprise, étaient tous alignés dans leur soutien à Israël. Donc, quand vous disiez tout à l'heure que le seul groupe démographique favorable à cette guerre contre l'Iran, ce sont les boomers de Fox. C'est aussi le seul groupe démographique encore favorable à Israël aux États-Unis. Alors, comment est-ce arrivé? Ce n'est certainement pas arrivé parce que CNN, MSNBC, Fox News, le Wall Street Journal, le New York Times et ainsi de suite publiaient toutes sortes de diatribes pro-palestiniennes. Je veux dire, cela s'est produit malgré le fait que nos institutions médiatiques restent fidèles à leurs biais traditionnels pro-israéliens. Donc, pour moi, c'est ça le plus important. Comment cette diffusion du pouvoir médiatique va-t-elle continuer? Et quel effet cela aura-t-il politiquement? Vous savez, dans cette course au Congrès, je crois que c'est la deuxième fois où l'on voit autant de sortants ne pas se représenter. Je crois qu'il y a environ 62 membres de la Chambre des représentants qui ne se représentent pas. Et je pense que c'est le deuxième chiffre le plus élevé de l'histoire américaine. Et donc cela montre que beaucoup de membres du Congrès voient bien que ce sont des combats qu'ils ne veulent pas mener, que cela ne sera peut-être pas aussi facile qu'avant. Bien sûr, nous avons toujours un système incroyablement corrompu, façonné par le redécoupage électoral partisan et dominé par l'argent. Je ne veux donc pas que qui que ce soit s'emballe trop. Mais ce que nous avons vu ici est clairement bien plus important que ce que je pense quiconque aurait été prêt à prédire il y a 1 ou 2 ans en termes de changement. Et juste pour terminer, Allez-y. je voulais simplement souligner que, vous savez, on commence à les irriter parce que les médias de l'élite et les gardiens de l'élite ont compris que la gauche et la droite se rapprochaient sur cette question. Et donc, on voit maintenant ce discours.
Si vous êtes à droite et que vous avez l'impression que les gens de gauche parlent votre langage sur Israël, sachez que ce sont des communistes et qu'ils adorent le djihad. Et puis à gauche, ils disent, écoutez, si vous commencez à avoir l'impression que Tucker Carlson et Marjorie Taylor Greene parlent votre langage, sachez simplement qu'ils sont antisémites. Et on voit ces récits émerger. C'est pour nous maintenir divisés et revenir aux vieux clichés. On ne pourrait pas être unis parce que ces gens-là ne font ce qu'ils font que parce qu'ils aiment le djihad et les terroristes et que l'autre camp est antisémite et déteste tout simplement les Juifs. Alors, gardez bien ça à l'esprit. Il se passe quelque chose. Ils savent qu'on se rapproche trop de la vérité et qu'on devient trop puissant en se rassemblant sur ce sujet. C'est là que les élites deviennent vraiment nerveuses. Oui. L'argent peut aller très loin, mais même les élites les plus puissantes restent soumises au pouvoir du peuple. Nous avons encore une part de pouvoir lorsque nous parvenons à le concentrer. Et c'est pour cela qu'ils ont, à juste titre et raisonnablement, peur. Kelly, autre chose, c'est peut-être en dehors de votre domaine, je ne sais pas. Mais certains des experts que nous avons reçus ici récemment ont dit que Benjamin Netanyahou avait lui aussi une élection en octobre dont il devait se préoccuper. Et l'une des choses dont il a besoin, c'est de maintenir l'idée que tout ce qui va contre lui relève de l'antisémitisme et d'étouffer tout ça pour continuer à garder le contrôle sur les États-Unis, etc. Si tout cela commence à se fissurer avant d'en arriver là, et qu'il y a, surtout si c'est un changement majeur, voire un véritable basculement, une prise de conscience, à droite comme à gauche, que soutenir Israël sans condition est une stratégie perdante pour nous ici, alors ça pourrait potentiellement compromettre la capacité de Netanyahou à être réélu ou celle de son parti à être réélu en octobre. Qu'en pensez-vous? Oui, enfin, s'il n'est pas réélu, il pourrait aller en prison. Donc, il a une raison supplémentaire de nous garder tous engagés dans la guerre et derrière son programme. D'après ce que j'ai compris, l'un de ses principaux objectifs aujourd'hui, en dehors de, vous savez, éviter la prison, c'est de montrer à son électorat, au gouvernement israélien, que Trump reste son copilote, qu'il garde encore une certaine influence sur ce qui se passe dans la politique étrangère américaine, que lui et Trump sont toujours sur la même longueur d'onde. Et Trump ne lui facilite pas la tâche en ce moment parce qu'il essaye de protéger son propre bilan politique et sa propre survie. Alors, en quelque sorte, il a un peu mis Bibi de côté. Et donc, ce que les Israéliens font, en plus de tout le reste, c'est qu'ils investissent des millions, voire des milliards de dollars dans des opérations d'influence ici aux États-Unis pour garder les sionistes chrétiens de leur côté, parce qu'ils ont commencé à perdre du soutien, pour conserver les républicains et la droite. Enfin, ils reconnaissent déjà qu'ils ont perdu la gauche. Les Juifs américains sont, dans leur grande majorité, opposés à Netanyahou et à ses projets. Donc oui, on voit bien le désespoir et l'ampleur de l'ingérence et de la manipulation qu'il mène par l'intermédiaire des médias de ses campagnes d'influence. Parce que s'il ne gagne pas, comme on le dit, sa propre survie est en danger. Mais vous savez quoi? Malheureusement, je ne serais pas surpris qu'il réussisse quand même à s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Il est très doué pour bâtir des coalitions. Il sait comment manipuler le système là-bas. Alors je ne miserai pas sur sa défaite de sitôt. Oui. Dernière question pour vous deux. On va commencer par Matt. Si ces tendances continuent de dominer dans notre pays et qu'elles ont un effet à l'approche du jour de l'élection, avec une forte vague de fond, pas seulement une vague bleue, mais aussi des élus qui diraient « faire simplement tout ce qu'Israël veut qu'on fasse, c'est une stratégie perdante ». Est-ce que cela pourrait, après l'élection, nous aider à sortir de la guerre avec l'Iran?
C'est tout à fait possible. Mais là, on revient à cette question. Est-ce que Donald Trump s'en soucie ou non? Et maintenant, on essaie de rentrer dans la tête de Donald Trump pour comprendre ce qu'il veut accomplir, selon lui. Oui, c'est possible, vous savez. Mais on verra. Je veux dire, si les démocrates prennent le contrôle de la Chambre des représentants, c'est moins probable pour le Sénat, mais ils pourraient y parvenir. Je n'ai simplement pas vu chez eux la volonté d'arrêter la guerre. Ils ont certes adopté une résolution sur les pouvoirs de guerre. C'était, seulement la deuxième dans l'histoire, en dehors de celle de 2019 sur le Yémen. Et Thomas Massie, ainsi que plusieurs démocrates, dont Gregory Meeks, essayent de présenter une loi pour, vous savez, contraindre un tribunal à se prononcer sur cette résolution sur les pouvoirs de guerre. Et je n'ai pas vraiment... Enfin, j'ai peut-être raté quelque chose, mais je n'ai pas vu que ce soit un sujet qu'ils vont reprendre à leur retour de la pause parlementaire, pas plus que le financement. Oh là là, quelle surprise! Juste le nombre de démocrates nécessaires à voter pour faire adopter le NDAA. Il leur fallait 7 démocrates pour faire adopter le NDAA, et ils ont obtenu 7 démocrates pour faire adopter le NDAA. Voilà. Je veux dire, ils sont prêts à publier des déclarations contre, vous savez, mais ils ne sont pas prêts à faire quoi que ce soit pour l'empêcher. Et le précédent en la matière, évidemment, c'est l'Irak. Il suffit de revenir voir les déclarations du Parti démocrate sur l'Irak tout au long de l'administration Bush et de les comparer à la manière dont ils ont réellement voté sur la guerre. Et c'était à l'époque où nous avions ce qu'on appelait le financement des opérations d'urgence à l'étranger, le financement OCO. Donc, quand ils votaient les dépenses, ils votaient directement les dépenses pour la guerre. Ils savaient exactement à quoi servait cet argent. On ne pouvait pas prétendre qu'il servait à autre chose, qu'il était noyé dans autre chose, que cela nuirait aux troupes, ou je ne sais quoi. Et oui, on l'a vu particulièrement au début de la guerre. Ils votaient presque tous à l'unanimité pour financer la guerre. Puis, vers 2005, 2006, on commence à voir les démocrates. Les groupes parlementaires se divisent plus ou moins au Sénat et à la Chambre. Mais il y en a toujours assez pour faire passer le financement de la guerre, à chaque fois. Donc, je pense que c'est ce qu'on va avoir. Beaucoup de discours et très peu d'action. Et Kelly, j'ai presque peur de vous poser celle-là. Sur l'autre guerre en Ukraine, si cette même tendance se maintient et qu'on a une vague bleue, et que Dieu nous aide si elle touche aussi bien la Chambre des représentants que le Sénat, et qu'ils passent tous les deux du côté démocrate. Et je dis malheureusement à cause de l'effet que ça pourrait avoir sur la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on pourrait même se retrouver avec quelque chose qui se rapprocherait d'une majorité à l'épreuve d'un veto, permettant aux démocrates de dire « Commençons à donner davantage d'argent à l'Ukraine ». Est-ce que c'est une inquiétude? Oui, absolument. Je pense que si les démocrates l'emportent à un certain niveau, lors des élections de mi-mandat, ils veilleront à ce que ce canal d'aide vers l'Ukraine soit rétabli. Et ils ont suffisamment de républicains avec eux pour y parvenir. On l'a vu avec le projet de loi sur les sanctions, celui de Lindsey Graham contre la Russie, qui a été adopté assez largement. 4-28 contre 11. 4-28 contre 11. Eh bien, je veux dire, je suis un peu plus optimiste que Matt sur la question iranienne. Parce que je pense que si les républicains sont affaiblis lors de cette élection, même s'ils gardent le contrôle, mais avec une majorité encore plus fragile, et compte tenu du fait que c'est la guerre la plus impopulaire de l'histoire moderne, l'administration Trump sera essentiellement un canard boiteux après les élections de mi-mandat. Tout le monde aura les yeux tournés vers 2028. Je pense vraiment qu'il aura moins d'influence sur les républicains au Congrès
et sur le Parti républicain au sens large. Et chacun commencera à penser à sa propre survie politique. Et ils vont se tourner vers leurs électeurs qui leur disent « Sortez-nous de ce bourbier ». Et je pense que combiné à cela, l'armée elle-même va considérer Trump comme un président en fin de mandat, sans véritable pouvoir. Ils vont voir, et ils voient de plus en plus, Hegseth comme une force épuisée. Et je ne pense pas qu'il y aura davantage d'élan pour poursuivre cette guerre, même si cet élan s'est encore réduit, je pense dans les médias, dans la sphère médiatique de droite. Je pense que les signes seront évidents. Et je pense simplement qu'ils seront contraints de sortir de cette guerre. Je le crois sincèrement, parce que je ne pense tout simplement pas que le soutien existe dans l'opinion publique américaine. Et je pense que c'est pire que les guerres d'Irak et d'Afghanistan. Oui, il y a clairement un mouvement anti-guerre bien plus fort et bien plus tôt. Espérons donc que cette tendance se poursuive et qu'elle puisse vraiment permettre d'éviter une guerre contre Cuba ou toute autre guerre d'ailleurs. Et je ne sais pas, peut-être qu'à Noël, je pourrais demander comme cadeau qu'il n'y ait plus de soutien à la guerre en Ukraine. Il faudra l'espérer. Mais quoi qu'il en soit, on prendra tout ce qu'on peut obtenir. Et comme toujours, nous vous sommes reconnaissants à vous deux d'être venus aujourd'hui partager vos points de vue ici. Quant à Kelly, il y a Trip the Beltway avec notre ami Jim Webb. Nous avons vu que vous l'aviez reçu récemment. Vous pouvez retrouver Kelly là-bas, tripthebeltway.substack.com. Et Matthew O est sur X. Il est aussi sur Substack, matthewo.substack.com. Suivez-les tous les deux. Merci à vous deux d'être venus. Nous vous en sommes vraiment reconnaissants. Merci, Danny. Et nous vous apprécions aussi. On se retrouve dans le prochain épisode de Daniel Davis Deep Dive. We will see you on the next episode of the Daniel Davis Deep Dive.